c'est obligatoire, ça vient de un PO spécial numéro 1 du 1er juillet 2000 qui parle du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement EPLE, dans les collèges et lycées. Le conseil d'administration doit voter un protocole local pour les soins, mais en particulier pour les urgences. Et je dirais que, en particulier en éducation physique, pourquoi? Parce qu'en éducation physique, c'est quand même là où il risque d'y avoir le plus d'accidents. Et deuxièmement, les accidents risquent d'avoir lieu ailleurs que dans l'établissement. Donc, le protocole national donne des éléments pour élaborer ce protocole local. Que je répète, il doit être élaboré dans l'établissement. Concernant l'éducation physique, par équipe, vous devez vous imposer auprès du chef d'établissement pour dire « nous avons notre mot à dire » parce que dans telle ou telle situation, parce qu'il y a plus d'accidents en EPS, comme disait un journaliste, on se blesse plus facilement dans un gymnase que devant une version latine. Il avait fait ce petit trait d'humour, donc on est concerné, et en plus, on va à l'extérieur, donc on a des situations problématiques. L'intérêt d'élaborer un protocole pour l'éducation physique, c'est que les collègues changent, un TZR arrive, eh bien, il y a de formaliser eh bien, ce qu'on doit faire dans telle ou telle situation, si on se trouve à tel endroit, ainsi de suite. Donc, je vous engage, là où ce n'est pas fait, de vous réunir et d'élaborer votre protocole local. Et vous irez sur Google, parce que le BO spécial numéro 1 du 1er janvier 2000, dans votre établissement, vous risquez de le chercher longtemps. Juillet. Le 1er janvier 2000. Excusez-moi. Vous voyez, je suis complètement fatigué là. Mais... Oui. J'ai une question par rapport au protocole, mais qu'en est-il de l'autorisation d'intervenir sur l'élève blessé? Attends, j'y viens. Donc, protocole local, il faut élaborer. Bon, en cas d'accident, donc, tout doit être défini dans le protocole local, sur lequel je vais développer. Je réponds d'abord à la question induite que tu viens d'induire tout de suite. L'accident a lieu, j'ai dit plus ou moins gravement. C'est parce qu'il est de votre responsabilité de savoir s'il y a une situation vitale ou pas. Quand je dis le mot vital, ça veut dire nécessitant une intervention médicale urgente ou pas. On a parlé d'un doigt retourné en jouant au basket. Bon, peut-être qu'il n'y a pas urgence immédiate. Peut-être. C'est à vous de voir. Quand je dis c'est à vous de voir, c'est parce que vous avez été recruté en ayant cette qualification. Formé au premier secours. La formation au premier secours. On ne peut... Tu vas voir, je vais répondre. Tu vas voir. Vous avez été formé au premier secours, PSC1 ou avant, ou n'importe quoi, mais on ne peut pas être prof de PS si on n'a pas été formé au premier secours. 42 annuités après. L'administration qui vous a imposé ce prérequis, car on ne peut plus maintenant déposer un dossier si ça n'y est pas pour le CAPES. 42 années après, l'administration ne s'est plus du tout intéressée à la chose. Certes, il y a des formations peut-être dans le PAF. Mais c'est pas ça dont je parle. Et ça devrait être obligatoire. Revendication dans chaque département, du bureau départemental du SNEP avec le DAZEN, et au niveau du rectorat avec le recteur, vous devez demander à ce que
régulièrement, allez, je dis tous les 5 ans, je suis gentil, les gestes de premier secours soient révisés au cours d'une journée obligatoire, de façon à être au courant, car les gestes de premier secours évoluent beaucoup, ont beaucoup évolué. J'ai eu l'occasion de travailler avec le professeur Carly sur un document de l'Observatoire de la sécurité, en particulier pour l'éducation physique. Professeur Carly, c'est le chef des urgences cardiaques à Paris. Hein, il est je ne sais plus dans quel hôpital, mais enfin, c'est quelqu'un il est président des urgentistes cardiologues au niveau européen, enfin bon. Et il est clair que les démonstrations qu'il nous a fait faire, bien, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on faisait auparavant. Donc, ça a évolué, il faut donc savoir. Okay. Alors, je fais une parenthèse, le DAE, le défibrillateur automatique externe, il peut être demandé dans chaque établissement. La ministre, il suffit que le conseil d'administration le décide. La ministre de la Jeunesse et des Sports, il y a quelques années, avait dit chaque fois qu'il y aura une subvention, y compris minime, cette subvention devra aussi être utilisée pour, mais les subventions Jeunesse et Sport, elles sont minimes, hein, très minimes, devra être aussi utilisée pour l'achat d'un DAE sur les installations sportives. Ça existe plus ou moins. Et vous savez qu'il y a un décret qui indique que toute personne a le droit d'utiliser un DAE en cas d'arrêt cardiaque. Toute personne a le droit. Il n'y a même pas nécessité d'être formé, car, comme son nom l'indique, défibrillateur automatique. C'est-à-dire qui dit ce qu'il faut faire, hein, ou qui fait. Alors, donc, je mets ça entre parenthèses, et j'en reviens à la situation d'accident. Donc, plus ou moins gravement, problème vital ou pas. S'il y a un problème vital, il y a d'abord les gestes de premier secours, donc la revendication des bureaux, hein, mise à jour, révision, gestes des premiers secours. Là, alors, le collègue avait dit d'abord la mise en sécurité du blessé, et j'ajouterai la mise en sécurité des autres élèves pour pas qu'il y ait suraccident. Hein, ça aussi. Et là, ça commence à être difficile. Si c'est grave, s'il y a un problème vital, le protocole doit dire, et le dit au plan national, appeler le 15. Pourquoi le 15? Parce que le 15, ce sont les urgences médicales placées sous l'autorité du préfet du département et qui organisent les urgences, les urgences dans le département. C'est lui qui décide de qui et comment les urgences interviennent. Pourquoi le 15? Parce qu'au bout du 15, il doit y avoir, quelquefois c'est un peu long, il devrait y avoir un médecin régulateur qui a 3 fonctions. Le médecin régulateur questionne. Il questionne. Il a des protocoles lui aussi, des protocoles de questions. Il sait quelles questions il doit poser. Il questionne, il donne des conseils et il prend une décision. Des conseils de premier secours et il prend une décision. Ces 3 choses sont dans la discussion, dans la relation, et c'est enregistré. Cet enregistrement permet la responsabilité est passée sous l'autorité du service des urgences à partir de ce moment-là. C'est lui qui en a la responsabilité. On me dit, le médecin décide qu'il n'y a pas, il n'envoie pas de véhicule d'urgence. C'est de sa responsabilité.
il y a substitution de responsabilité. C'est le service public des urgences qui prend la responsabilité. Et qui prend peut-être la responsabilité d'envoyer les pompiers, parce que c'est les pompiers qui, à cet endroit-là, à ce moment-là, doivent venir. Donc c'est le préfet, c'est l'autorité du préfet qui a organisé tout ça, et c'est le service public des urgences qui prend les décisions. La décision pouvant être envoi d'un véhicule médicalisé, envoi d'un véhicule le mot m'échappe. Oui, ambulancier, là. Oui. Non, médicalisé, ou alors une ambulance. Un taxi, là. Un taxi, ça s'appelle. Un véhicule. VSL. VSL, ah, ben voilà, heureusement. Véhicule sanitaire léger, VSL. Qui peut être une ambulance privée, mais envoyée par le service public des urgences. Elle est privée, mais elle est envoyée par le service public des urgences. Donc, le règlement, après, c'est le service public. Donc, ou bien dire, mais non, nous n'avons pas on n'a pas à envoyer. Donc, deuxième temps, troisième temps, le premier temps, c'était s'occuper en urgence du blessé. Deuxième temps, appeler le 15. Troisième temps, appeler l'établissement. Ou alors c'est le deuxième temps, parce qu'on n'aura pas considéré qu'il fallait appeler le 15, mais que quand même l'élève a mal à la cheville et qu'il faut une intervention. Donc, on va appeler l'établissement.